Alors, bonsoir tout le monde. Effectivement, heureusement, chacun a son métier. Avec vous, Amal Laksassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais, une agence de placement et de formation pour le personnel et les professionnels du domaine dentaire. Nous sommes fiers de pouvoir consolider jour après jour cet espace comme une plateforme informative, sérieuse et responsable avec l'objectif de servir notre communauté dentaire. Parce que c'est grâce à vous que nos rencontres Facebook deviennent une référence dans le secteur. Ce soir, nous nous réunissons pour parler d'un sujet très important pour le développement de la profession dentaire. Et pour cela, nous avons comme invité l'un des meilleurs spécialistes du domaine. Mais avant de commencer, je tiens à vous transmettre notre invitation pour le prochain événement. Le 10 décembre à 19h, le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec sera mon invité. On va discuter de tous les enjeux de la profession. Si vous avez des questions pour le président de l'Ordre, je vous invite à trouver sur notre page Facebook un sondage. Vous pouvez mettre votre question en avance et moi, la semaine prochaine, je vais pouvoir poser la question à mon invité, le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires. Notre rencontre de ce soir est un excellent cadeau d'informations juridiques spécialisées pour les besoins de la dentisterie. Donc, je vous invite à participer activement avec des questions. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions dans la barre commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de transmettre vos questions à notre invité, Maître Jean-Michel Hébert. Je vous invite aussi de aimer et de partager ce live, cette transmission, afin de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès. Nous sommes prêts à recevoir notre invité de ce soir, Maître Jean-Michel Hébert, avocat et fiscaliste. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Maître Jean-Michel? Ça va bien. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous ce soir. Puis ça va me faire plaisir. J'ai regardé encore la vidéo. J'ai souvent vu cette vidéo-là. Puis bon, je ne suis pas le grand brun dans le bureau. Je suis l'autre. Voilà. Elle est vraiment cute, fait qu'on a vraiment aimé de la diffuser ce soir. Puis ça résume vraiment votre firme. En fait, vous avez créé votre propre firme HDA Avocat il y a 6 ans. HDA pour Hébert Droit des affaires. C'est ça. Et c'est une firme spécialisée en droit des affaires et particulièrement avec les professionnels de la santé. Mais ça fait 10 ans que vous travaillez avec les dentistes, Maître Jean-Michel? Oui, exactement, c'est ça. Moi, j'ai découvert le monde dentaire il y a 10 ans et bon, je suis parti à mon compte il y a 6 ans. Maintenant, je fais exclusivement des contrats, des transactions avec les dentistes. Mon associé se diversifie un peu avec d'autres professionnels, mais dans mon cas, c'est vraiment exclusif avec les dentistes depuis quelques années. C'est parfait. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'accompagnement du juriste dans la vie professionnelle du dentiste. Donc, la première question qui s'impose ici, c'est à quel moment les dentistes ont-ils besoin d'un avocat pour la première fois de leur vie? Bien, Leur vie normalement, professionnelle, bien sûr. oui, leur vie professionnelle, c'est ça. Normalement, nous, la première fois qu'on rencontre des clients, c'est quand ils sortent de l'école, bon, ils vont se faire, la plupart vont aller travailler à pourcentage pour des propriétaires de cliniques et ils vont se faire présenter un contrat à pourcentage. Alors, ça, c'est important. Bon, de pas. Ces contrats-là sont importants et donc, il ne faut pas les signer aveuglément sans avoir compris toutes les clauses et ce que ça implique pour les signer. Fait que souvent, nous, on va offrir nos services aux jeunes dentistes pour réviser ces contrats-là, les analyser. Et d'un autre côté, quand on a des clients qui sont propriétaires de cliniques, on va leur recommander fortement de faire signer des contrats comme ça et on va préparer pour eux les contrats pour les faire signer aux dentistes. Puis en fait, l'objectif, on pourrait penser que l'objectif de ces contrats-là, c'est surtout d'établir bon, les termes et conditions entre les parties. Oui, c'est vrai, mais vous allez voir, il y a des clauses qui rendent ces contrats-là très, très fragiles. Et moi, en fait, je
suis persuadé que la vraie raison de ces contrats-là, c'est les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation que je vais parler un petit peu tantôt. Ben, exactement. En gros, les clauses importantes qu'on voit là-dedans, dans le domaine dentaire, contrairement à d'autres domaines là, comme les chiropraticiens ou les podiatres, il y a une certaine, c'est souvent des contrats qui se ressemblent, puis il y a une certaine uniformité au niveau de ce genre de contrat-là. Légalement, normalement, c'est des contrats de partage d'honoraires qu'on voit. Et les modèles sont tous un peu basés sur un ancien modèle de l'ACDQ qui vient de l'ACDQ. Donc, on retrouve pas mal tout le temps les mêmes clauses. Évidemment, une clause importante, c'est la clause de rémunération. Il va y avoir une clause qui va prévoir que le dentiste à pourcentage va gagner un certain pourcentage des honoraires nets, là, dans le fond, en curatif, par exemple. C'est souvent 35 qu'on voit des honoraires bruts moins les frais de laboratoire. Et des fois, on enlève aussi les frais de carte de crédit ou des frais dentaires, etc. Et souvent aussi, les dentistes à pourcentage ont un pourcentage sur l'hygiène qu'ils supervisent. Donc, les honoraires bruts des hygiénistes, puis ça varie. D'habitude, c'est à 20 à 25 Puis des fois, il y a des chiffres différents pour l'examen. Mais grosso modo, c'est assez standard, sauf peut-être pour les spécialistes, là, que là, il y a des pourcentages différents. Ça, c'est la clause de rémunération. Il y a d'autres clauses mettons, la fréquence du paiement, les obligations des propriétaires de mettre à la disposition dans ce pourcentage des équipements, du personnel, etc. Il fait qu'il y a des clauses comme ça. Il y a aussi, on essaie d'éviter ça, puis vous allez comprendre pourquoi tantôt, mais il y a souvent des clauses d'horaire et de vacances qui sont prévues. Et pourquoi je disais que. Puis il y a aussi une dernière clause qu'on voit souvent, c'est une espèce de clause de garantie. En fait, ce n'est pas le bon mot, là, garantie, mais c'est une clause qui dit que le dentiste à pourcentage, s'il a exécuté des traitements mal exécutés ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art, il va s'engager d'avance à les reprendre à ses frais, là, sans demander d'honoraires. On voit pas mal ça dans tous les contrats. Et pourquoi je disais que c'est très fragile ou c'est très peu solide juridiquement, ces contrats-là, c'est qu'il y a presque toujours une clause qui permet d'y mettre fin par simple avis de 3 mois. Fait que dans le fond, une ou l'autre des parties va pouvoir juste envoyer un avis puis dire je résilie le contrat, puis là, 3 mois plus tard, c'est fini. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que si quelqu'un vient nous voir avec une interprétation du contrat, ou par exemple la clause d'honoraire n'est pas respectée ou peu importe, bien là, on va dire, c'est ta porte de sortie, c'est de dire, ben tu peux t'en aller si, puis de l'autre côté, ben, tu peux le mettre à la porte si ça ne fait pas. Fait que comme je disais, c'est très fragile, sauf pour les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Mais Maître Jean-Michel, est-ce que tu suggères vraiment que le dentiste à pourcentage signe tout de suite un contrat ou quand même qu'il prend son temps d'intégrer d'abord la clinique, commencer un petit peu la pratique, voir s'il peut vraiment lier dans le contrat parce que vraiment être lié dans le contrat, c'est pas facile aussi de briser le contrat. Non, ben en fait, c'est facile de le briser, mais c'est difficile parce qu'on reste lié par les clauses. Fait que souvent, oui, c'est sûr que, mais ça va se faire très souvent de façon habituelle, qu'il va y avoir une période d'essai de quelques mois. Mais justement, des fois, notre intervention est à ce niveau-là de dire, bien, on va mettre une clause que l'une ou l'autre des parties peut en tout temps résilier dans les premiers mois. Puis si c'est le cas, il y aura la clause de non-concurrence et de non-sollicitation ne s'appliquera pas. Puis c'est un peu logique parce qu'on dit bien, le dentiste à pourcentage n'aura pas eu le temps de se faire connaître de la clientèle puis d'aller après ça faire mal au propriétaire en allant travailler chez un concurrent, par exemple. Mais est-ce que tu peux m'expliquer davantage la raison de ces clauses-là? Pourquoi vraiment sont. Et c'est quoi leur validité? Parfait. Le but de ces clauses-là, c'est vraiment de protéger
l'achalandage du propriétaire de la clinique, qui l'a soit développé ou qui l'a acheté, cet achalandage-là. Je sais qu'on dit tout le temps que les clients s'appartiennent à eux-mêmes, mais c'est quand même le but de la clause de protéger cet investissement-là, que ce soit en temps et en argent. Et pour être valide, ces clauses-là, ils doivent être raisonnables. Puis c'est le principe de base, là. Puis l'idée, c'est qu'elles doivent être assez solides pour protéger les intérêts d'un propriétaire, mais sans empêcher un dentiste à pourcentage de gagner sa vie. Fait que si on rencontre ces conditions-là, moi, je suis d'avis qu'une clause de non-concurrence comme ça est légale. Maintenant, il y a des règles du pouce qu'on voit assez souvent. Pour des dentistes à pourcentage, normalement, pour la non-concurrence, on va mettre une limite de territoire. Là, ça dépend où on est dans la province, ça dépend où on est proche d'une ville, etc. Si c'est par exemple, si on est au centre-ville de Montréal, le territoire est peut-être de 1 km pour que ça soit pour que ça atteigne les objectifs visés. Si on est en banlieue de Gatineau, ben, c'est peut-être 5 à 10 km. Fait c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un territoire qui viserait toute la province de Québec parce que là, ça serait carrément déraisonnable, puis n'importe quel juge rendrait invalide ces clauses-là. Puis l'autre élément, c'est la durée de la clause de non-concurrence. Puis ça, pour les dentistes à pourcentage, ce qu'on voit surtout, c'est entre 12 et 24 mois, qui est la norme. Puis encore là, tu parlais tantôt de la période d'essai, bien, si la durée est trop courte du contrat, bien, ce n'est pas logique que quelqu'un ne puisse pas, s'il est resté là 4 mois, qu'il ne puisse pas faire concurrence pendant 2 ans. Donc, souvent, on essaie de mettre des clauses un peu en escalier là, qui vont dépendre de la durée que dure le contrat, etc. Puis ça c'est pour les dentistes à pourcentage. Il y a des clauses de non-concurrence aussi dans des contrats de dentistes à pourcentage, mais qui sont donnés dans un cadre d'une vente. Là. Si, mettons, un vendeur a vendu sa clinique à gros prix, puis il reste après comme à pourcentage, bien là, c'est normal que les clauses de non-concurrence soient plus sévères. Puis dans ces cas-là, la durée, c'est la fourchette, c'est de 3 à 5 ans normalement. D'accord. Mais Maître Jean-Michel, j'ai une question. Un dentiste à pourcentage qui a intégré une clinique dentaire, mais il n'y a pas de signé de contrat. Mais là, s'il décide, admettons, de partir, puis ce dentiste à pourcentage-là, il a commencé à solliciter l'équipe. Est-ce que le dentiste propriétaire a des recours contre lui s'il prouve vraiment qu'il est en train de solliciter vraiment l'équipe ou… Là, dans un contexte où il aurait signé un contrat, c'est sûr que oui, là, parce que le contrat serait clair qu'il n'a pas le droit, parce que j'ai parlé juste de la non-concurrence, mais il n'a pas le droit non plus de solliciter les patients puis solliciter les employés. Dans le contexte où il n'en a pas signé, théoriquement, la réponse, c'est non. Maintenant, nous, on dit toujours à nos clients quand même d'être prudents parce qu'il existe… en fait, là, je m'aventure sur un terrain, je veux juste préciser que ce n'est pas blanc ou noir, là, mais dans le Code civil, il existe une obligation de loyauté pour les employés, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ben là, on ne parle pas d'employés, des dentistes à pourcentage, mais il y a une certaine jurisprudence qui pourrait étirer ça. Donc, je dirais aux gens, pensez-y comme il faut avant de dire ben, je n'ai pas de contrat, je peux aller faire ce que je veux. Pour moi, ce n'est pas si blanc ou noir. Maintenant, c'est du cas par cas, puis il faut quand même faire attention. Exactement. Alors, moi, j'invite tout le monde qui nous écoute ce soir de commenter puis de poser vos questions si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il nous dit, Maître Jean-Michel, ou si vous avez des questions pour lui. Il est là vraiment pour la prochaine heure pour tout répondre à vos questions. Donc, la prochaine question que j'ai ici, et qu'en est-il du statut du dentiste à pourcentage? Est-il un employé? Est-ce qu'il est un employé ou un travailleur autonome? Comment il est considéré? Bien, en fait, en général, les gens, les comptables et tout le monde considère les dentistes à pourcentage comme des travailleurs autonomes. Par contre, la question, là, c'est une éternelle question qui laisse planer un doute un petit peu à cause des autorités fiscales. Parce que
les autorités fiscales, puis dans le contrat, on met une clause. On met toujours une clause qui va dire les parties se considèrent comme étant indépendantes et on considère le dentiste à pourcentage comme un travailleur autonome qui ne peut pas lier la clinique, etc. Fait qu'on on l'écrit parce qu'un des critères des autorités fiscales pour déterminer le statut travailleur autonome ou employé, c'est celui comment se perçoivent les parties. Bon, mais là, en l'écrivant dans le contrat, on se donne une chance de plus. Par contre, il y a d'autres critères utilisés par les autorités fiscales. Puis là, il n'y en a pas beaucoup qui sont rencontrés par les dentistes à pourcentage. Par exemple, le risque économique, bien, il est pris par le propriétaire de la clinique. Souvent, le dentiste à pourcentage va se faire dicter son horaire. Il va utiliser les outils ou les équipements de la clinique, qui ne sont pas ses équipements. Il va, c'est ça, dans le fond, la propriété des équipements, c'est ça, à la clinique. Donc, plusieurs critères qui disent ça, c'est tous des critères en faveur d'une relation employeur-employé. Par contre, il semble que le critère le plus important considéré par les autorités fiscales, c'est que le propriétaire ne va pas dire à son dentiste à pourcentage comment faire sa job. Il va le laisser libre de comment exécuter ses traitements, etc. Puis à cause de ces critères-là, c'est assez reconnu que c'est des travailleurs autonomes. Mais encore là, ce n'est pas blanc ou noir. Il n'y a jamais eu de position ferme prise par les autorités fiscales. Il y a des gens qui ont très peur de ça parce que si les autorités fiscales disaient demain matin, tous les dentistes à pourcentage sont des employés, bien, dans le fond, tous les propriétaires de cliniques qui ont des dentistes seraient en défaut de leurs obligations d'employeur. Puis, mais ça n'arrivera pas parce qu'il y aurait un tollé au Québec, là, mais disons qu'il y a certaines personnes qui craignent ça et qui vont plus considérer la relation comme employeur-employé. Nous, au bureau, non, on ne considère pas ça comme ça. Excellent. Alors, encore, je mentionne que vous pouvez vraiment poser vos questions à notre invité de ce soir. Si vous avez des questions sur le contrat à signer et pour le dentiste à pourcentage, si vous avez vraiment des choses spécifiques à nous dire, laissez-nous savoir. Juste utiliser la barre commentaire en bas. On va vraiment sélectionner vos questions pour notre invité de ce soir. Alors, je comprends qu'à d'autres moments... Vas-y. Excuse-moi, juste peut-être pour les jeunes dentistes là, qui se font présenter un contrat, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, nous, ça prend 15 minutes là, valider ça parce qu'on a vu beaucoup, puis on sait tout de suite quoi regarder. C'est pas une mauvaise idée de le faire valider, puis ça ne sera pas mal vu par le propriétaire de la clinique parce que c'est juste de voir à ses affaires et d'être certain de ne pas signer n'importe quoi les yeux fermés parce que ça peut être une horreur après là, de vivre avec un mauvais contrat. Est-ce qu'il y a des frais pour ça, Maître Jean-Michel? Ben, normalement, non, on ne charge pas pour les étudiants ou les jeunes dentistes. Là, je dis non sur la vidéo, là. Mais c'est comme un peu notre carte marketing de dire ben, on sait que les jeunes dentistes ont besoin, c'est pas au début de leur vie ils ont besoin d'aide au début de leur vie professionnelle. Donc, ça nous fait plaisir de le regarder. Puis, comme je dis, des fois, c'est pas long, mais ça évite des grosses erreurs. C'est parfait. Là, on va se rendre maintenant à un autre sujet sur l'incorporation. Est-ce que tu peux nous parler des avantages de l'incorporation et nous expliquer pourquoi un dentiste devrait faire affaire avec un juriste pour s'incorporer? Oui, c'est ça. Normalement, le deuxième moment où les gens viennent nous voir, c'est vraiment quand ils ont besoin de s'incorporer. Un dentiste a travaillé quelques années, ses revenus ils ont augmenté. Ben là, dans le fond, même pour les dentistes à pourcentage, des fois, c'est pertinent de s'incorporer. Avant, ça l'était plus souvent. Maintenant, ils ont raffermi les règles. Ils ne permettent plus qu'on fractionne des revenus avec des membres de la famille. Ils ont augmenté un petit peu les taux d'impôt des compagnies pour en fait, ça visait plus les médecins incorporés, là, mais qui ont moins de 3 employés. Mais ça peut quand même être pertinent de s'incorporer pour un ancien pourcentage à cause du report d'impôt.
C'est vraiment le seul avantage là, pour un dentiste en pourcentage. Puis en gros, je pense que tout le monde connaît un peu les principes d'impôt. Les particuliers sont imposés selon des taux, selon des paliers jusqu'à un maximum d'un peu plus que 50 %. Ça, c'est au niveau personnel. Les compagnies de dentistes comme ça qui exploitaient activement, c'est 15 % le taux d'impôt, puis pour moins de 3 employés, c'est à peu près 21 %, un petit peu moins de 21 %. Donc, l'idée, c'est de dire que, dans le fond, si on est capable, on utilise la compagnie du dentiste à pourcentage pour le travail de dentiste à pourcentage, l'argent est là-dedans, et si on est capable de ne pas tout le sortir pour nos besoins de vie, ben, dans le fond, on va payer l'impôt quand on va le sortir plus tard. Donc, on reporte l'impôt dans le temps. Normalement, si on est capable, la règle du pouce, c'est que si on est capable de laisser entre 30 et 40 000 à peu près d'argent, puis encore là, ce n'est pas une règle absolue, là, dans la compagnie à chaque année, bien, ça vaut la peine de s'incorporer. Puis pourquoi 30 à 40 000? C'est qu'il y a des frais qui sont rattachés à l'incorporation. Pas juste des frais de départ, mais à chaque année, il faut produire des états financiers, produire des déclarations de revenus. Donc, si on n'est pas capable d'en laisser, ça ne vaut pas la peine de s'incorporer. Fait que dans le fond, l'incorporation pour les dentistes à pourcentage, ça dépend de combien de revenus on fait, mais ça dépend aussi de combien, c'est quoi notre coût de vie. Puis ça, c'est surtout les comptables qui vont l'aider à le déterminer pour les dentistes. Maintenant, il y a plein d'autres avantages de l'incorporation quand un dentiste a une clinique. Là c'est pratiquement automatique. Puis le principal avantage, c'est que quand on vend des actions d'une compagnie au moment de la vente, là, au lieu de vendre des actifs de la clinique, on a le droit à une déduction pour le gain en capital qui est en ce moment presque 900 000 de gains sans payer d'impôt. Ça, c'est un énorme avantage d'être incorporé. Puis je dirais, dès qu'on a un emprunt aussi, ben, le capital de l'emprunt bancaire il est remboursé avec l'argent qui a été imposé au taux de 15 % que je disais tantôt. Donc, juste ça en soi, c'est une énorme économie d'impôt. Alors, c'est pour faire une histoire courte, tous nos clients à peu près qui sont propriétaires de cliniques, qui ont acheté une clinique ou l'ont démarré, sont presque tous incorporés, à moins de situations particulières, si par exemple ils ont fait une mise à part de l'argent planifié par le comptable, etc. Ça peut arriver, mais c'est quasiment automatique que les propriétaires de cliniques soient incorporés. Ça, c'est les gros avantages de l'incorporation. C'est parfait. Maître Jean-Michel, mais vous savez, avec la modernisation de la profession, vous allez probablement avoir une nouvelle clientèle ou de nouveaux contrats différents à cause de l'autonomie des hygiénistes dentaires, parce que j'ai plein de questions ici là, qui se sont rajoutées. Puis la première, c'est marqué, si nous, les hygiénistes, on se met à pourcentage, quel sera le pourcentage? Oh, ça, je ne sais pas. Je dois dire que non, je ne sais pas du tout ce serait quoi le pourcentage. Et je n'ai pas eu encore de situation dans tous nos clients. Les hygiénistes sont employés puis, et non un pourcentage. Fait que je vais laisser cette réponse-là à votre invité de la semaine prochaine, je pense. Excellent. Puis là, j'ai Joyce Dipatrialdi. Est-ce qu'un dentiste propriétaire peut être responsable des travaux faits par le dentiste invité? Ben, en fait, oui, mais ultimement, la responsabilité vient à celui qui fait l'acte. Et il y a d'ailleurs des assurances responsabilité. Fait que si quelqu'un poursuivait la clinique où il s'est fait traiter, ben, lui, il y aurait un recours contre le dentiste qui a fait l'acte. Puis le dentiste qui a fait l'acte a ses propres assurances. J'ai aussi Camilia Kadouri qui dit bonsoir, maître. Est-il possible d'exiger une clause de non-concurrence pour un ou une employeur? Est-il applicable seulement pour les associés? Non, en fait, on peut. Ben là, je ne sais pas si ça vise
mettons, des dentistes ou non, là, mais la réponse, c'est on peut exiger ça, mais la personne n'est pas obligée de le signer. Puis là, mettons qu'on l'applique au dentiste, ça va arriver que quelqu'un va dire au dentiste, mais tu dois me signer une clause de non-concurrence. Puis le dentiste n'est pas obligé de signer ça, mais c'est quoi, à la fin, nous, on va recommander, ben prends pas ce dentiste-là parce qu'il peut travailler pour toi 5 ans, il va aller ouvrir une clinique à 2 coins de rue, puis là, toute la clientèle va le suivre. Fait que dans le fond, mais d'un autre côté, il y a une pénurie de dentistes à pourcentage de ce temps-là. Fait que donc, les dentistes à pourcentage ont un peu le gros bout du bâton pour signer ces documents-là ou pas. Fait que, tu comprends, il y a comme tout ce jeu-là des négociations. C'est pas juste de dire il n'y a pas de règles de contrat d'adhésion qui sont obligés d'être signés. C'est vraiment les jeux de la négociation puis la protection des parties. Mais les gens qui sont de bonne foi, normalement, réussissent à s'entendre. Puis, dans le fond, nous, on travaille beaucoup comme ça en disant une bonne transaction ou un bon contrat est bon pour les deux parties. J'ai ici Dr. Lynn qui dit, est-ce que les dentistes à pourcentage sont considérés comme associés de la clinique alors? Ben, non, en fait, associé, là, ça, c'est un terme qui vient de l'anglais. Associate, c'est en anglais. Les dentistes à pourcentage, ce qu'on dit associé en français dans le Code civil, dans le fond, c'est des associés d'une société en non collectif, mais c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle, puis c'est pas des actionnaires non plus nécessairement. Les dentistes à pourcentage sont vraiment des travailleurs indépendants qui travaillent, qui ont un contrat de partage d'honoraires avec la clinique. Fait que non, ce n'est pas des associés, mais je comprends la question, elle vient de l'anglais, vraiment, c'est associate. C'est la même réalité juridique. Là. Exact. Ben, des fois, on voit le nom du propriétaire, puis c'est marqué « et associé », mais ce n'est pas des associés de la clinique. Non, normalement, quand c'est écrit ça, c'est que c'est le nom qu'ils utilisent de la compagnie, mais c'est qu'il y a plusieurs dentistes qui sont propriétaires. Ouais. J'ai Dr. Bertrand, Marie-Pierre. Bertrand, qui dit, que pensez-vous d'être payé à l'encaisse plutôt qu'à la facturation pour un dentiste à pourcentage? Bien, je dirais 9 fois sur 10, là, c'est ça que je vois dans les contrats. Les contrats les dentistes sont payés sur les honoraires encaissés. Parfois, c'est sur la facturation, mais en tout cas, un comptable pourrait plus vous le dire, là, mais moi, ce que je vois, c'est 9 sur 10, c'est sur les encaissements. Fait que ça protège. Ça, mais tout se négocie, hein, c'est la même chose. Là. Ouais. Alors, cher auditoire, je vous encourage encore de continuer à poser vos questions. Maître Jean-Michel, il est là. Puis, est-ce que, Maître Jean-Michel, vous pouvez me parler brièvement et m'expliquer ce que sont les fiducies et les sociétés de gestion? Oui, bien là, on a parlé dans le fond d'incorporation. Oui. Il y a en fiscalité d'autres outils qui permettent d'optimiser encore la structure d'un dentiste. Souvent, on utilise des fiducies ou des sociétés de gestion pour des propriétaires de cliniques. Là. Je pense que ça serait un peu inutile dans un contexte d'un dentiste à pourcentage incorporé. Par contre, c'est ça. Un propriétaire de clinique, pour les fiducies, on peut utiliser ça pour la détention d'actions de la compagnie qui va permettre de multiplier. Je parlais de l'exonération pour gain en capital tantôt. Bien, on peut la multiplier avec une fiducie en nommant des bénéficiaires. C'est très technique et c'est très fiscal comme notion, mais juste, il faut dire qu'il y a des possibilités d'aller optimiser la fiscalité avec des outils comme ça. Des sociétés de gestion, normalement, on va utiliser ça pour s'il y a trop d'argent qui s'accumule dans la compagnie, il faut sortir cet argent-là parce que c'est un actif qui n'est pas admissible pour l'exonération dont je parlais. On va souvent envoyer ça dans une compagnie de gestion et c'est là-dedans que la personne, le dentiste, va faire ses placements, que ce soit placement en bourse, les immeubles, etc. C'est dans une compagnie de gestion. C'est important de mettre ça à part de la clinique si on veut se qualifier pour les déductions. Alors, de ce que je comprends, le gros de ta pratique consiste à accompagner les dentistes dans l'achat ou la vente de cliniques dentaires,
Peux-tu nous parler un petit peu plus? Quel est ton rôle exactement dans ces transactions? Oui, en fait, ça, les achats de cliniques, achats-ventes de cliniques, c'est à peu près 95 de ce que je fais. Curieusement, après la COVID, il y en a énormément des transactions dans le domaine dentaire. Puis on a un gros réseau. Nous, on travaille avec beaucoup des évaluateurs, des courtiers, plusieurs bureaux de comptables, des planificateurs financiers, les représentants de maisons dentaires. On a comme on est indépendant, donc on a un gros réseau de monde qui sont en contact avec des dentistes qui veulent vendre et qui veulent acheter des cliniques. Bon, on en a d'ailleurs à vendre des clients qui veulent vendre dans votre à Gatineau, un peu partout en fait au Québec. Puis oui, c'est ça que je fais moi presque à temps plein. Je dirais, on en fait une quarantaine par année, juste moi, là, des transactions de cliniques de dentistes. Pas toujours du côté acheteur, c'est des deux côtés, évidemment. Puis notre accompagnement, ben, ça se déroule sur entre 3 à 6 mois à peu près à plusieurs étapes. Ce que je vais faire, je vais juste peut-être puis n'hésite pas à me couper s'il y a des questions, mais je vais vous résumer un petit peu comment ça se passe d'une perspective de juriste, une transaction d'achat de clinique, puis à quelles étapes que nous, on intervient. Fait que, premièrement, bon, s'il y a quelqu'un qui veut vendre, il va souvent en parler avec son comptable, puis il va aller faire évaluer sa pratique. Mettons que là, dans le scénario, nous, on est du côté d'un acheteur intéressé. Bien, le comptable de l'acheteur va analyser le rapport d'évaluation, puis à un moment donné, il va être prêt à faire une offre. Donc, il va venir nous voir. Nous, on va préparer soit une lettre d'intention dans un premier temps, qui est un document juridique qui ne lit pas formellement les parties, mais qui va dire je m'engage dans les 10 jours à te présenter une offre formelle. Et le pourquoi d'une lettre d'intention, c'est soit d'obtenir l'exclusivité des négociations. S'il y a plusieurs acheteurs potentiels, bien là, en présentant une lettre d'intention comme ça, il y a une clause là-dedans qui dit bien, le vendeur s'engage à ne plus discuter avec personne le temps qu'on présente notre offre formelle ou un certain délai. Puis l'autre raison pourquoi présenter une lettre d'intention, c'est si on est loin, mettons, sur des conditions essentielles. Si un vendeur veut 1 million pour sa pratique, puis l'acheteur veut offrir 800 000, c'est sûr qu'on ne fera pas une offre de 15 pages parce qu'on est trop loin sur le prix. Fait qu'on va essayer de s'entendre avant sur une lettre comme ça. Quand c'est entendu, ou des fois directement, là, on va préparer une offre d'achat formelle qui lie les parties, qui va lier l'acheteur puis qui va lier le vendeur s'il l'accepte. On a deux choix. C'est sûr qu'on fait un document très simple d'offre, mais si on le fait trop simple, après ça, il va rester dans les négociations futures, il va rester des points qui n'auront pas été abordés. Ou on fait une offre très détaillée, puis après ça, il reste presque rien à négocier parce que tout a été préparé ou entendu dans l'offre. Nous, on aime mieux faire la deuxième option, on aime mieux faire une offre plus détaillée parce que dans le cadre d'une transaction, oui, il y a plusieurs éléments légaux sur lesquels s'entendre, mais il y a aussi beaucoup d'éléments transitionnels, un paquet de choses à régler, puis c'est plate d'arriver à la fin et d'avoir encore des choses à négocier quand on aurait pu le faire au début. Fait qu'on fait une offre très détaillée qui va être conditionnelle à 3 choses. L'obtention du financement par l'acheteur, dans lequel on est normalement, les avocats et les notaires, les juristes, très peu impliqués, sauf pour certaines institutions financières qui vont nous demander de préparer les sûretés pour la mise en place des hypothèques, etc. Mais sinon, on n'est pas tant que ça impliqué dans la demande de financement. C'est souvent le comptable qui va être impliqué plus. Et la deuxième condition, c'est le bail ou soit l'achat de l'immeuble en même temps que la clinique ou la négociation ou la cession du bail qui va être au moins aussi longue que le terme du financement. Donc, c'est souvent ça qu'on a à négocier, le bail, un bail de 10 ans, par exemple, parce que le financement est remboursable sur 10 ans ou 12 ans. Fait que ça, c'est tout le temps une condition. Puis la troisième condition qu'on voit beaucoup, c'est
la vérification diligente. On dit, on va vérifier ta compagnie, vendeur, tes actifs, tes équipements, ta liste de clients, tes contrats, les registres publics. Fait que nous, du côté légal, c'est ça, on vérifie toutes ces choses-là, les contrats, le livre de minutes de la compagnie, c'est ça, le RDPRM pour voir s'il y a des sûretés d'enregistrer. On va faire toutes les vérifications possibles. Comme les gens sont habitués de voir un inspecteur d'une maison, ben nous, on fait ça pour les aspects légaux d'une compagnie. Les comptables font ça pour les aspects comptables et fiscaux, normalement. Des fois, on va engager, s'il y a un immeuble impliqué, ben, on a un notaire qui va vérifier la chaîne de titre. On a un inspecteur en bâtiment qui va aller inspecter l'immeuble. C'est vraiment une inspection formelle qu'on fait. Bien que dans l'offre, le vendeur, il nous aura dit, moi, j'ai toujours bien entretenu mes équipements. Il nous fait des représentations et garanties dans l'offre. Ben, on va quand même les vérifier. Ça, le juriste est impliqué là-dedans. Là, je suis toujours dans l'offre. Dans le fond, c'est ça. Évidemment, on va offrir un prix. On va offrir surtout des conditions de transition du vendeur. Très souvent, c'est aussi important de savoir combien de temps le vendeur va rester à pourcentage après la transaction pour assurer la transition avec l'acheteur que le prix en soi. Là. Ça va être tous ces éléments-là qui vont être négociés dans l'offre d'achat. C'est une grosse bouchée, l'offre d'achat dans une transaction. Après ça, pendant que les comptables et le client travaillent sur le financement, qui prend normalement un bon 6 semaines là, pour ça, ben nous, on va mettre en place la structure corporative de l'acheteur. Donc, pardon. Oui, allez-y, prenez un verre d'eau. Pardon. Alors, oui, c'est ça. Non, on va mettre en place au niveau fiscal, la compagnie de l'acheteur. Il va souvent avoir une fusion de la compagnie de l'acheteur avec la compagnie du vendeur. Donc, il y a un petit peu de fiscalité à faire là, des fois des structures plus complexes, comme j'ai parlé tantôt, selon le cas. Puis là, quand les conditions sont levées, donc on s'est entendu, on a obtenu le financement, on s'est entendu sur le bail, on s'est entendu, on est satisfait de notre vérification diligente où on a obtenu les changements qu'on avait besoin, les corrections, etc. On va préparer la documentation de clôture. Normalement, c'est le juriste de l'acheteur qui prépare les contrats, mais ce n'est pas une règle absolue. Là, on peut s'entendre entre collègues là, différemment. Et le juriste du vendeur qui va réviser la documentation. Les contrats importants, ça va être le contrat d'achat-vente qui est important, mais dans le fond, qui reprend tout ce qu'il y avait dans l'offre, qui réitère tout ce qu'il y avait dans l'offre. C'est quand même pas si compliqué. Et le contrat aussi à pourcentage du vendeur, qui va être un élément important. Il y a aussi, c'est souvent impressionnant le nombre de documents qu'on fait là, pour qui disent à peu près toute la même chose, là, mais il y a beaucoup de documents corporatifs. Là. Donc, des registres qui vont dans le livre de minutes, des résolutions, des conseils d'administration, des certificats d'action, parce qu'on vend presque tout le temps, on vend des actions, donc il y a des certificats d'action, il faut faire des modifications au registre des entreprises, etc. Donc, comment ça se passe physiquement? C'est quand tout est négocié, tout est fini, puis là, on va faire la clôture. On se réunit tout le monde dans une salle, vendeur, acheteur, comptable. Là, on le fait moins avec la COVID. En fait, on ne le fait plus avec la COVID, on le fait en Zoom. En Zoom, c'est ça, c'est ça, virtuellement. Puis on a un ordre du jour et on suit là-dessus, puis on a peut-être une vingtaine, trentaine, quarantaine de documents à signer, tout ça pour documenter la vente. En gros, c'est ça. Notre travail des juristes ne s'arrête pas là. On va après ça faire des étapes post-clôture. Il y a beaucoup de conformité à régler avec l'Ordre des dentistes. L'Ordre des dentistes et l'ordre
que moi j'ai vu qui vérifie le plus toutes les questions d'incorporation, d'exercice en société. Fait que là, il y a beaucoup de formulaires à remplir, puis ils vérifient vraiment bien leurs choses et il y a des pénalités si on ne le fait pas comme il faut. Fait que nous, il y a tout un aspect conformité qu'on fait. Comme je disais, il y a des fusions à faire après des changements au registre des entreprises. Donc, on a presque fini, mais il y a quand même des petites étapes post-clôture qu'on appelle. Puis là, quelques mois après la transaction, il va y avoir des ajustements. Vu qu'on a acheté des actions, bien, il y a souvent des ajustements 3 mois après là, en fonction des états financiers de clôture. Là je parle très vite, je garoche ça, mais toutes ces étapes-là se déroulent sur 3 mois, peut-être plus. 3 mois, c'est presque le minimum. Là. Et ce n'est pas si simple, mais en gros, c'est à peu près comment ça se passe une transaction. Puis ça implique surtout du côté mettons, de l'acheteur, ça va impliquer plusieurs personnes. Il y a le banquier qui est impliqué, il y a le comptable qui est impliqué, il y a le planificateur financier qui va être impliqué, il va y avoir le juriste aussi. Et puis, nous, on aime considérer qu'on fait partie d'une équipe. Tout le monde fait partie de la même équipe et souvent, on va demander, si on dit au client, bien, si tu as une question, envoie-la à tout le monde, puis la bonne personne va répondre parce que les dentistes deviennent un peu mêlés dans tout ça, qui fait quoi, surtout que, je pense que tu l'as dit au début, mais moi, j'ai une maîtrise en fiscalité, donc je connais la fiscalité, mais souvent le comptable aussi, puis là, qui s'occupe de la fiscalité dans le dossier, ben, des fois, c'est un, c'est l'autre. Fait qu'on on aime ça, se présenter comme une équipe. Notre bureau, comme je disais, on n'est pas exclusif à un bureau de comptable ou un planificateur financier. On travaille avec tout le monde. Puis, mais c'est tellement un petit monde que je dirais dans 9 transactions sur 10, là, c'est les 6 mêmes avocats qui sont là-dedans. C'est toujours le même monde, puis ça devient une équipe. Ben oui, puis même quand ils représentent les autres avocats représentent les autres parties, bien, la bonne entente est importante. Oui, on a une job à faire, il faut protéger nos clients, mais le fait de bien il ne faut pas oublier qu'une transaction, on a besoin de le faire dans l'harmonie parce que l'acheteur va avoir besoin du vendeur pour qu'il lui transfère comme il faut ses patients, qu'il parle en bien de l'acheteur. C'est son bébé qui va passer au suivant. Et donc, on recommande toujours à nos clients que tout ça se fasse dans l'harmonie. Évidemment, comme je le dis, on a une job à faire aussi, puis c'est de protéger. Ben là, je vois comment c'est tellement gros, là, et je vois l'importance d'être accompagné d'un juriste et d'une équipe d'experts pour ces transactions-là, parce que c'est vraiment pas une transaction simple. C'est beaucoup de choses à penser. En fait, c'est comme de l'assurance. Le fait qu'on soit là, c'est une assurance parce que c'est sûr qu'on peut le faire sur une napkin, sur un coin de table, une transaction, puis légalement, ça serait valide, mais après ça, c'est un nid à problème. Là. Donc, il ne faut pas non négliger le rôle d'être bien. En fait, l'importance d'être bien accompagné pour quelqu'un qui va acheter une clinique. Alors, j'ai une question ici de Islam Chat qui dit « En moyenne, ça prend combien de temps entre la lettre d'intention et la signature finale de l'achat réel d'une clinique? » Ben, comme je dis, normalement, là, c'est à peu près jamais en bas de 3 mois parce que juste la portion financement, c'est minimum 6 semaines. Le comptable va prendre 3 semaines pour faire les projections financières. C'est ce que j'entends d'habitude, le minimum. Puis après ça, la banque va prendre au moins 3 semaines. Puis ça, c'était les délais avant COVID là, pour analyser le dossier. Fait que là, on a déjà quasiment 2 mois comme ça. Mais là, si on rajoute les négociations pour la lettre d'intention et l'offre, et après ça, toutes les autres étapes, vraiment 3 mois, c'est à peu près le minimum. Là. Disons, c'est très ambitieux de vouloir faire ça. Quelqu'un viendrait me voir et dire on fait ça à Noël, c'est impossible. J'ai une petite question, je la trouve un peu drôle, de Louise Petit. Elle dit « Lorsqu'un associé qui achète l'autre associé, qu'arrive-t-il aux employés? Sont-ils vendus avec la pratique? »
Ouais, ben, c'est une bonne question. En fait, si c'est quoi? C'est dans ce pourcentage achète le propriétaire ou si Un deux... associé achète l'autre associé. Ben, en fait, OK. un associé qui achète la clinique, en fait. OK. Mettons, ben, peu importe la Mon situation, que scénario. ce soit dans ce pourcentage qui achète le propriétaire ou que ce soit il était 50-50 puis un achète l'autre, les employés sont toujours des employés de la clinique. Et donc, la réponse est oui, on achète on n'achète pas les employés, mais on achète les contrats. Dans le fond, on continue les contrats. Puis d'ailleurs, ça c'est une très, très bonne question parce qu'on ne peut pas décider mettons qu'on a acheté la clinique, on ne peut pas décider le lendemain de dire, ben moi, je mets dehors une secrétaire. Les normes du travail ne permettent pas ça. Il y a comme une continuité d'emploi dans les normes qui font que même s'il y a un transfert d'entreprise, une vente d'entreprise, les employés gardent leur ancienneté et continuent aux mêmes conditions. C'est très important de le prévoir dans notre offre. J'en ai pas parlé, mais s'il y a quelqu'un, exemple, OK, mettons exemple, un dentiste veut acheter, puis sa conjointe est hygiéniste, donc il va être obligé de licencier une autre hygiéniste qui est dans la clinique parce qu'il n'y aurait pas assez de place. Là. C'est un exemple. Bien, il faut qu'il le dise parce que s'il le fait après la transaction, c'est lui qui va être pris pour payer les indemnités en fonction de ça. Puis c'est souvent des choses à négocier, puis c'est pas toujours facile à négocier. Moi, j'ai vu des transactions achoppées à cause de ça. C'est rare que ça achoppe des transactions une fois qu'on a une offre signée, mais les fois que ça achoppe, c'est quand ça implique des tiers. C'est soit ça implique le bailleur, je n'ai vu souvent à cause du bailleur qui ne voulait pas, mettons, prolonger le bail, ou des questions d'employés comme ça. C'est souvent ça. OK. Alors, j'aimerais juste dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 10 minutes. Alors, si vous avez des dernières questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser savoir. Là, maintenant, on a parlé beaucoup de l'acheteur. Alors, qu'en est-il pour le vendeur? Est-ce que ton service et ton rôle est aussi important pour le vendeur? Oui, en fait, il est aussi important, mais disons, ma facture à la fin est moins élevée. On peut dire ça comme ça. Parce que, comme je disais tantôt, c'est beaucoup les acheteurs qui sont les juristes des acheteurs qui sont le chef d'orchestre dans la transaction. Donc, ça prend moins de temps de réviser un document souvent que de le rédiger. Par contre, le rôle est aussi important pour protéger le vendeur. Puis souvent aussi, on a un rôle euh, au niveau d'accompagnement au niveau de la fiscalité. Je disais comment c'est avantageux de vendre des actions à cause de l'exonération pour gain en capital. Mais parfois, il y a encore des propriétaires de cliniques qui ne sont pas incorporés. Ben là, souvent, il y a une belle planification fiscale à faire. Beaucoup de gens pensent que pour pouvoir vendre des actions d'une compagnie, il faut avoir gardé la compagnie pendant 2 ans. Mais il y a une exception dans les lois fiscales pour ça, puis c'est possible pour un vendeur pas incorporé de se créer une compagnie, de transférer dans cette compagnie-là ses actifs un petit peu avant la clôture, puis de vendre les actions. Et évidemment, il faut que ce soit bien fait, que ce soit fait par un fiscaliste d'expérience avec le comptable, puis qu'il y a des formulaires fiscaux à remplir. C'est compliqué, des fois, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de risques et beaucoup d'étapes. Mais par contre, souvent, on sauve tellement d'impôts en faisant ça, puis les comptables et les fiscalistes sont capables de quantifier ça, que ça vaut la peine de le faire. Si ça coûte, j'ai un exemple, ça coûte, mettons, 20 000 $, mettre tout ça en œuvre, mais qu'on sauve 200 000 d'impôts, ça va de soi qu'il faut le faire. On a beaucoup au niveau des vendeurs, on a beaucoup à ce niveau-là, l'accompagnement. Puis aussi, négocier toutes les clauses. Au niveau de la vérification des jantes, oui, elle est faite par l'acheteur, mais du côté du vendeur, on va s'assurer que tout est en ordre. Fait que là, ça, il y a une grosse partie qui revient aux juristes. On appelle ça un peu on aime ça le faire d'avance, pas quand il faut donner le livre de minutes, le mettre à jour la journée même. Là. On aime ça quand les vendeurs se prennent d'avance, puis on peut habiller la mariée, disons. Là. On peut préparer la vente. Là,
Fait qu'on a un gros rôle avec les vendeurs aussi, puis on en fait Mais là, les vendeurs, est-ce qu'ils vendent les actions ou ils vendent les actifs? Ils vendent, c'est ça, ils vendent beaucoup, beaucoup les actions. Il y a encore parfois des ventes d'actifs, soit que c'est des petits montants là, de cliniques, ça arrive des petites cliniques, ou qu'il y a des circonstances qui, exemple, si le vendeur il a déjà utilisé dans le passé son exonération pour client capital, peut-être que ça ne vaut pas la peine de le faire, ou si la structure elle est contaminée, ben, il pourrait y avoir des circonstances qui font que ce n'est pas pertinent de vendre des actions, mais 80 du temps, c'est des ventes d'actions au lieu des ventes d'actifs. Parfait. Est-ce que tu interviens à d'autres moments dans la vie professionnelle des dentistes? Oui, ça ressemble beaucoup, mais on a, par exemple, les démarrages. Bon, mais quand des dentistes démarrent une clinique, on est moins impliqué qu'une vente, mais on va quand même réviser le bail ou mettre en place l'incorporation, peut-être des contrats s'ils sont deux, on va peut-être. Bien, ça, c'est l'autre situation aussi, les associations. Là, je parle toujours d'un dentiste qui achète un autre, mais parfois, ils achètent juste une partie de la clinique des actions où il y a parfois deux acheteurs. Donc, ils s'associent entre eux. Bien là, on va préparer des contrats, leur contrat de mariage. Là, donc, la convention d'actionnaire. Puis là, ce genre de contrat-là va prévoir qu'est-ce qui arrive si quelqu'un décède, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un devient invalide, comment ils vont se partager la rémunération vu qu'ils sont 50-50 entre eux. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut prendre sa retraite? Est-ce qu'il est obligé d'offrir ses actions à l'autre? Ce genre de contrat-là, on en prépare beaucoup. Des fois, ça fait partie d'un achat. S'il y a trois dentistes qui se mettent ensemble, qui créent une compagnie, qui vont acheter une autre clinique, on va préparer des contrats comme ça. Des fois, c'est plus compliqué encore parce qu'il y a de plus en plus de petits groupes. Bon, tout le monde a entendu parler qu'il y a des groupes de dentistes qui achètent 5, 6, 10 cliniques. Là, puis des fois, bon, il y a des vendeurs qui vendent à des gros groupes. Là. On en a eu plusieurs quand même cette année. C'est la tendance maintenant, là, les incorporations, puis les groupes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on a beaucoup de clients qui ont quelques clients, disons, qui ont vendu à des gros groupes. Bien, les transactions sont un petit peu plus sont beaucoup plus compliquées. Mais on est habitué aussi, on les accompagne. C'est ça, on en fait, ça fait partie du quotidien. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de conformité, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Maître Jean-Michel, est-ce qu'il y a beaucoup de conformité concernant l'Ordre des dentistes? Oui, bien, comme je disais tantôt, oui. C'est un ordre qui vérifie beaucoup leurs affaires. Puis, nous, au bureau, on a une gestionnaire qui parle à l'Ordre des dentistes à chaque jour. C'est carrément ça. À force, à 40 transactions par année, après ça, les gens demandent nos clients, puis là, ils doivent faire des rapports annuels à l'Ordre des dentistes, etc. Puis c'est pas facile, ceux qui sont incorporés, qui nous écoutent, vous savez de quoi je parle, il faut faire vraiment des rapports en ligne. C'est pas évident quand on parle de fiducie et de société de gestion, mais il faut tout déclarer ça. Dès qu'on est incorporé, il faut tout déclarer ça à l'ODQ. Fait on a une personne qui fait à peu près ça à temps plein. Fait que, donc, oui, il y a beaucoup de conformité. Puis c'est pas évident. Puis de plus en plus, ils mettent des pénalités qui vont avec ça. Voilà. Alors, en conclusion, Maître Jean-Michel, l'importance d'un juriste dans la vie professionnelle du dentiste, comment on peut mettre une conclusion? Bien, dans le fond, nous, la conclusion, je pense que vous avez compris que vous avez besoin de consulter des juristes. Puis nous, on aime ça. Moi, j'aime ça, pas me considérer comme un mal nécessaire. Vous ne venez pas voir un juriste parce que vous êtes poursuivi. Là, vous venez voir un juriste pour vous accompagner dans votre vie professionnelle. Fait que même si vous n'avez pas, on devient un conseiller. Puis il y a souvent la notion d'honoraire qui effraie les gens. Nous, notre politique, c'est de dire,
tant qu'on ne vous écrit pas qu'on va vous charger ou on ne vous donne pas un estimé de ce qu'on va faire, on ne vous chargera pas. On ne part pas un timer qui va dire ben là, je t'ai parlé 6 minutes, donc ça va te coûter tant. C'est pas comme ça que ça marche, puis on ne veut pas que ça marche comme ça. On veut que les gens nous appellent parce que souvent, les gens ils font des erreurs, ils ne consultent pas, puis là, ils auraient dû consulter, puis c'est pire de réparer les pots cassés après, alors que s'ils nous avaient appelé, peut-être qu'en 2 minutes, on aurait pu répondre. Puis là, ça, mes clients, s'il y en a à l'écoute, pourront confirmer que c'est comme ça que ça se passe. On va toujours essayer d'estimer combien ça va coûter. Maître Jean-Michel, j'ai vraiment une bonne question ici de Lila Chebel qui dit « La pandémie a-t-elle forcé beaucoup de dentistes à vendre leur clinique? » Ben, je ne sais pas si c'est la pandémie qui a forcé les dentistes à vendre, mais il y a oui, il y a plus de transactions que moi je vois depuis le mois, mettons, de juin qu'avant, un petit peu plus, mais il y en avait beaucoup avant. Hein. Il y a beaucoup de transactions, mais il n'y a pas tant de cliniques à vendre. Quand les cliniques sont à vendre, ça part vite. Est-ce que il y en a plus après, est-ce que c'est les vendeurs qui là, ils ont été forcés par la pandémie ou est-ce que c'est les dentistes à pourcentage qui ont moins de jobs qui veulent s'en créer suite à la pandémie? Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais il y a beaucoup d'effervescence dans le milieu en ce moment. On voit. Excellent. J'ai Eugénie Mautois qui demande votre numéro de téléphone. J'aimerais juste dire qu'on va placer votre carte d'affaires pour que les gens ou les dentistes ou les cliniques dentaires puissent te contacter, Maître Jean-Michel. Ça, c'est promis. On va mettre ça. Moi, il va me rester vraiment à te remercier énormément de cette belle rencontre. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'était très enrichissant et tu nous as donné un bagage juridique de valeur inestimable pour les dentistes. Merci beaucoup, Maître Jean-Michel. Merci, Amand, et merci à tout le monde de m'avoir écouté ce soir. Ça fait plaisir. Alors, j'aimerais juste vous dire merci beaucoup, mon cher Victoire. Vous êtes toujours présent. Merci de votre soutien. Je vous dis à jeudi prochain à 19h. Avec mon prochain invité. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'autonomie de l'hygiéniste dentaire et les contrats, mais ça, on va discuter de ça avec notre présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires jeudi prochain à 19h. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée. Bye-bye.